Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est le fils de la légende Dusty Rhodes, le demi-frère de l'excentrique Goldust, l'homme qui avec All Elite Wrestling a créé le plus gros concurrent de la WWE depuis des années. Celui qui a failli détrôner Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 39. Son nom est Cody Rhodes. Sur une période d'une quinzaine d'années, l'American Nightmare a connu un parcours incroyable où il a tantôt été une pépite du business au destin tout tracé, tantôt un second couteau condamné à vivre dans l'ombre de son père légendaire. Dans ce parcours, il va même aller faire ses gammes sur le circuit indépendant pour finalement, en 2023, venir toucher du doigt le rêve d'une vie, être plus proche que jamais du titre que Dusty Rhodes n'a pas gagné et qu'il lui a promis de remporter pour lui, pour finir son histoire. Dans cette vidéo, on va se replonger en profondeur dans la carrière de celui qui a livré une performance extraordinaire à WrestleMania malgré sa défaite et tenter de répondre à la question suivante: comment la WWE doit booker la suite pour Cody Rhodes ces prochains mois? Donnez-moi d'ailleurs votre avis dans les commentaires pour en discuter ensemble et en débattre, parce que c'est le catch comme on l'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Vous êtes bien sur Johnny Catch. Cody Rhodes, la quête du fils prodige pour toucher les étoiles. C'est parti! Le catch a plus d'une famille royale. La famille des McMahon, les pionniers de la WWE avec Vince, Shane, Stephanie et même Triple H, et la famille des Anoa'i, peut-être la plus prolifique en termes de superstars, puisqu'elle compte dans ses rangs The Rock, Rikishi, Umaga, les Usos et bien évidemment le Tribal Chief Roman Reigns, nous viennent tout de suite à l'esprit quand on pense à ces dynasties qui sont profondément ancrées dans ce milieu. Mais une autre famille a quand même marqué le business de son empreinte, la famille Rhodes. On y retrouve l'American Dream, le fils d'un plombier, le common man Dusty Rhodes. En plus d'être un des catcheurs les plus populaires des années 80, son impact a été colossal sur le catch en tant que booker à la World Championship Wrestling, mais aussi en tant que mentor à NXT, puisqu'on compte parmi ses poulains Seth Rollins, Becky Lynch et même un certain Roman Reigns. Dans cette famille, on a aussi le fils de Dusty, Dustin Rhodes, qu'on connaît davantage sous le nom de Goldust, un personnage excentrique qu'on a régulièrement pu voir à la WWE pendant plus de 20 ans. Mais on y retrouve surtout son plus jeune fils, le vainqueur du Royal Rumble 2023, l'American Nightmare, Cody Rhodes. Dès son plus jeune âge, le destin de Cody Rhodes semble tout tracé. Né le 30 juin 1985 à Marietta dans l'état de Géorgie, il a la chance d'avoir un demi-frère, Dustin, et deux oncles, Jerry Sags et Typhoon, qui sont déjà catcheurs, mais surtout un père qui a marqué des générations de fans, Dusty Rhodes. Pour saisir l'importance de ce dernier dans ce milieu, il suffit d'écouter Jim Cornette, qui dit de l'American Dream qu'il n'a pas seulement captivé des milliers de fans dans sa rivalité légendaire avec Ric Flair. D'ailleurs, regardez-moi cette photo d'époque d'un jeune Cody Rhodes avec la fille du Nature Boy, une certaine Charlotte Flair. Mais bon, reprenons. Mais que l'American Dream a aussi impacté la carrière de beaucoup d'autres catcheurs à travers ceux qu'il a fait progresser et des concepts incroyables qu'il a inventés. À quel concept Cornette faisait-il référence, me direz-vous? Eh bien, Dusty Rhodes est l'homme qui a créé les War Games, le Great American Bash, les stipulations du Texas Bull Rope et du Barbed Wire Match, et qui, comme si ça suffisait pas, a créé le casquette match qui deviendra plus tard la stipulation préférée de l'Undertaker. Dusty a d'ailleurs participé au premier casquette match de l'histoire en 1980 contre Ivan Koloff. Il est aussi l'auteur de la fameuse promo Hard Times, dans laquelle il se présente comme un homme du peuple qui connaît les moments difficiles que ses fans peuvent traverser et qui est considéré comme une des meilleures de l'histoire avec Austin 316. Un sacré CV qui va le mener à être logiquement introduit par ses deux fils au Hall of Fame de la WWE le 21 mars 2007. L'adversaire de Cody Rhodes à WrestleMania 39, Roman Reigns, dont Dusty a été un mentor à l'époque où il supervisait les talents à la Florida Championship Wrestling et NXT, dit à propos de lui: « Il m'a donné confiance en moi. Il a vu en moi non pas l'homme que j'étais à cette époque, mais plutôt l'homme
que je pourrais devenir. Le petit Cody, lui, va forcément ne pas avoir une jeunesse ordinaire. Son père est souvent sur la route pour faire des shows, et il le voit pas autant qu'il aimerait. Mais ça va pas l'empêcher de savoir dès son plus jeune âge que c'est dans le catch, à l'univers qui le passionne, que son destin l'attend. Il est surtout élevé par sa mère, Michelle Rubio, la deuxième épouse de Dusty Rhodes, qu'il a épousée en 1978, dont Cody est le fils unique. Dusty avait déjà eu 3 enfants avec sa première femme, dont Dustin, de qui Cody était quand même très proche. Il raconte que son premier souvenir catchesque est son père qui l'a emmené sur un ring à un show de la WCW quand il savait à peine marcher. Dans son enfance, il va pouvoir découvrir les coulisses de show où il verra des lutteurs pétrifiés d'admiration venir serrer la main de son père, ce qui le rendra pas peu fier. En grandissant et en louant des cassettes de ses matchs, Cody va petit à petit comprendre cette admiration, saisir de mieux en mieux les subtilités du catch et idolâtrer Dusty. Un soir, à un show de la WCW, il va voir l'American Dream dans le ring se faire casser une chaise sur la tête par son adversaire Meng, et alors qu'il est assis dans les vestiaires plus tard, il voit ce dernier arriver, et à ce moment-là il s'est dit « Je dois défendre mon père, je dois faire quelque chose ». Mais le jeune Cody va tomber de l'armoire quand il voit Meng et Dusty se serrer la main devant lui. Son père lui dit alors « Dans le ring, c'est différent. Ici, dans les vestiaires, on se respecte. » Un jour, Dustin va même demander à Steve Austin, quelques années avant qu'il devienne Stone Cold, de faire du babysitting pour lui et de garder le petit Cody avec lui pendant une quinzaine de minutes. C'est aussi à cette époque que son père va lui présenter un gars grand et blond en disant de lui, alors qu'il n'est encore personne, « Ce type-là, ça va devenir une star. » Cody lui dit « Enchanté, monsieur. » C'était Triple H, celui dont il brisera le trône en 2019. Ce qui est sûr, c'est que l'American Nightmare a toujours baigné dans le catch. Et pourtant, Dusty, au début, voulait plutôt que Cody tente sa chance à Hollywood et devienne acteur, tout simplement parce qu'il le trouvait beau, et son fils a même pris ce projet très au sérieux parce qu'il pensait que sa taille et son corps ne lui permettraient pas de réussir dans le catch. Il se trouvait pas assez grand et pas assez musclé. Sa stratégie était alors de devenir un acteur célèbre pour ensuite obliger la WWF à le recruter. Il était malin, le Cody. Des années plus tard, l'American Nightmare dira qu'il pense que son père avait le regret de ne jamais s'être lancé dans le cinéma et que d'une certaine manière, il voulait vivre ça à travers son fils. De manière générale, Dusty n'a jamais encouragé Cody à suivre la même voie que lui, mais ne l'a pas non plus découragé. Il voulait surtout que ça soit sa propre décision. Il l'accompagnait même à ses entraînements de football américain quand il en faisait. Et puis Dusty s'inquiétait aussi pour Cody. À ce moment-là, on est dans les années 90, et avec les débuts de l'Attitude Era, le catch old school, dont il avait été un pionnier, et que son fils adorait, semblait disparaître à jamais. Mais rien n'arrêtait Cody dans la poursuite de son rêve de devenir catcheur. Très jeune, il s'entraîne plusieurs fois par jour, il pratique la lutte, le jiu-jitsu brésilien, et va même gagner 2 fois le championnat de lutte amateur de l'État de Géorgie au lycée. Quand il était jeune, il avait 2 superstars préférés. Le Heartbreak Kid, Mr. WrestleMania, Shawn Michaels, qu'il aura l'occasion d'affronter dans le ring des années plus tard. Et The Icon, The Vigilante, Sting. D'ailleurs, un jour, Dusty va lui faire des pranks aux autres catcheurs du vestiaire, alors qu'il est encore tout jeune. Il lui donnait par exemple un stylo qui explose quand on retire le bouchon. Il lui a alors dit d'aller demander un autographe à Sting. En retirant le bouchon, le stylo a explosé, Sting a sursauté et Cody est parti en courant. C'est quand même particulier comme premier contact avec une de ses idoles. À l'âge de 12 ans, Dusty autorise Cody à monter dans le ring pour passer aux choses sérieuses et il l'entraîne personnellement à base de body slam, de chops, de hip toss. Il a aussi pour habitude de lui montrer ses anciens matchs avec Abdullah the Butcher et aussi des matchs TLC, en gros ceux où ils allaient partout dans l'arène. Cody va faire ses gammes dans l'école de son père et à 15 ans, il va même arbitrer des matchs à la Turnbuckle Championship Wrestling que son père a créé. Un jour, il était allé manger des gaufres avec son père quand un type leur a dit que le catch c'était faux. Sans hésitation aucune, Dusty lui a mis une droite et s'est fait arrêter. Avec une anecdote pareille,
on peut imaginer à quel point le catch était pris au sérieux dans la famille Rhodes. Cody va d'ailleurs plus ou moins l'imiter en se battant plusieurs fois à l'école avec d'autres gamins qui lui disaient que ce que son père faisait, c'était faux. Il raconte que son père lui a dit un jour « Si quelqu'un te dit que le catch c'est faux, tu lui dis que non. S'il te le redit encore une fois, tu lui dis que c'est comme ça que ton père gagne sa vie et qu'il peut avoir son opinion, mais qu'il ne doit plus dire ça. Si à ce moment-là, il te le redit encore une fois, tu as ma permission pour lui mettre une patate. » Comme on le voit, l'industrie du catch coule dans ses veines depuis son plus jeune âge. Son père a clairement une influence énorme sur lui, c'est son héros, et à juste titre, car c'est une légende. Mais d'un autre côté, on peut se demander si ça va pas être un fardeau pour lui au bout d'un moment, puisqu'il sera forcément comparé à son père, et on attendra de lui beaucoup plus qu'un catcheur normal. Et dans toutes ces anecdotes, on voit déjà un peu ce qui sera toute la problématique de sa vie, arriver ou non à se trouver lui-même, à sortir de cette ombre géante au-dessus de lui, à être plus que le fils de l'American Dream. En tout cas, le souvenir qui va marquer le fils prodige à vie a lieu quand il a 8 ans. Il voit une photo de son père tenant la ceinture de la WWF, l'ancienne WWE, au Madison Square Garden en 1977. Il lui demande s'il a vraiment déjà gagné ce titre, mais son père lui explique que ce jour-là, il a bien battu le champion superstar Billy Graham, mais que comme c'était par décompte à l'extérieur, le règlement stipule qu'il ne peut pas remporter le championnat de cette manière-là, et que c'est le titre qu'il n'a jamais réussi à gagner, ce qui le hante toujours. Cody fait alors une promesse à son père. Un jour, il sera champion WWE pour lui, et il lui rapportera cette ceinture. Cet événement va allumer une flamme en lui qui ne s'éteindra plus jamais, y compris quand il va officiellement démarrer sa carrière en 2006. En 2006, Cody Rhodes débute à l'Ohio Valley Wrestling, le centre de formation de la WWE dans le Kentucky, qui était encore géré à cette époque par Paul Heyman. Ce même type avec qui il aura une promo extraordinaire et émouvante 17 ans plus tard à Monday Night Raw. Là-bas, c'est surtout Al Snow qui l'entraîne et ça va plutôt bien se passer pour Cody puisqu'il va y être le premier catcheur à y faire un triplé dans l'histoire. Il gagne la ceinture du champion télévision, le championnat par équipe avec Shawn Spears, qui retrouvera des années plus tard à l'AEW, et le championnat poids lourd, même si celui-ci, il le gardera qu'un seul jour puisque Paul Burchill, contre qui il l'avait gagné, va direct lui reprendre. À l'OVW, Cody Rhodes s'éclate, mais à sa grande surprise, il va y rester qu'un an puisqu'il débute à Raw le 2 juillet 2007. Avec le recul, il dira qu'il n'était pas encore prêt pour débuter et qu'il aurait sûrement eu besoin de 2 années de plus là-bas avant d'être lancé dans le grand bain. En tout cas, c'était déjà parti pour sa grande aventure dans le main roster et pas de n'importe quelle manière en plus. À seulement 22 ans, il débute aux côtés de Dusty Rhodes dans une storyline où Randy Orton va manquer de respect à son père. Dans la foulée, Cody va avoir son premier match contre son futur mentor le 16 juillet, qui va perdre sur un RKO. Le 23 juillet, Orton va même faire un punt kick au pauvre Dusty. En tout cas, on notera que dès ses débuts, même si c'était une plateforme exceptionnelle pour débuter, et que humainement c'est beau de le faire avec son père, il est malgré tout directement présenté et donc perçu comme le fils de la légende Dusty Rhodes. Est-ce que c'était la meilleure manière de le lancer, en lui mettant tout de suite cette étiquette lourde? Personnellement, je pense que donner ça à un jeune de 22 ans, qui est encore novice dans le catch, c'était trop d'un coup, même si au moins, il rentre directement dans le vif du sujet. Avec Dustin, il avait d'ailleurs introduit leur père dans le Hall of Fame, quelques mois avant, un discours dans lequel Cody a fait preuve d'une aisance remarquable pour son âge, et ce qui lui avait déjà donné un beau spotlight. Il va ensuite avoir plusieurs matchs en solo avec Daivari et Shelton Benjamin, mais c'est avec Hardcore Holly, un vétéran du business avec 20 ans de carrière, qui va avoir le premier vrai chapitre notable de son aventure dans le main roster. Après plusieurs matchs, l'un contre l'autre, à l'automne 2007, Cody gagne le respect de Holly et ils vont former une tag team ensemble. Le 10 décembre, Cody et Hardcore Holly battent Lance Cade et Trevor Murdoch et ils deviennent les nouveaux World Tag Team Champions. Ce titre restera gravé dans l'histoire comme le premier
que Rhodes a gagné à la WWE. Holly devient pour lui un mentor et l'emmène à la salle de sport avec lui régulièrement. Il va l'aider dans le domaine de la prise de masse et Cody raconte qu'il a été le premier gars à l'aider à se muscler. Malgré un règne de 202 jours, tout ne va pas être tout rose entre eux et ils vont de moins en moins se parler. Selon Hardcore Holly, Cody avait de l'animosité envers lui car les fans chantaient pour le vétéran alors que le but de cette association était d'élever Cody et de le faire mousser. Jim Ross, lui, pense plutôt qu'ils en ont simplement eu marre l'un de l'autre et que dans le fond, Holly a toujours voulu avoir un push en solo. Dans ce laps de temps, le futur vice-président exécutif de l'AEW va quand même participer à son premier Royal Rumble en 2008, un show que j'adore, qui se passait au Madison Square Garden, où il va rester dans le ring 23 minutes, et surtout, il va vivre une courte scène qui l'a marqué. Il va frapper de toutes ses forces l'Undertaker par derrière, et alors que Cody s'y attendait pas du tout, le Deadman va prendre quelques bumps pour un jeune catcheur, le mettre en avant, alors qu'il aurait très bien pu s'en passer, vu la superstar qu'il est. Ça l'a impressionné, et ça montre une fois de plus toute la classe du Phenom. Le fait est que lors du pay-per-view Night of Champions 2008, Cody Rhodes va trahir Hardcore Holly dans un heel turn bien amené, puisqu'un coéquipier mystère avait été teasé pour accompagner Ted DiBiase, lui aussi le fils d'une légende, le Million Dollar Man, dans son match contre Cody et Holly. Et au final, c'était Rhodes lui-même, ni plus ni moins. À ce moment-là, Cody va être dans un rôle qui lui correspond bien plus, je trouve, plus arrogant, surtout qu'ils ont avec Ted DiBiase ce point commun d'être des catcheurs de deuxième génération. C'est une association qui a du sens, surtout que ces deux jeunes ont les dents qui rayent le parquet. Ensemble, ils forment l'équipe Priceless, dont le team song est super d'ailleurs. Ils vont être Tag Team Champions plusieurs fois, notamment le 11 août 2008 contre John Cena et Batista, quand même. Bon, en réalité, c'est parce que ces deux-là s'étaient disputés parce qu'ils étaient en rivalité pour SummerSlam. Ce partenariat entre ces deux fils de légende va de fil en aiguille mener à la première grosse mise en avant de Cody Rhodes à la WWE. Tonight, the legacy is born. Cette phrase que Randy Orton prononce le 8 décembre 2008 va officiellement donner naissance à mon clan préféré de l'histoire et qui va marquer un tournant dans la carrière de Cody Rhodes, la Legacy. Dans ce groupe, l'idée est simple. On y réunit plusieurs superstars qui sont tous des catcheurs de deuxième, voire troisième génération, sous le leadership d'un des main eventers absolus de la WWE à cette époque, le fils du cowboy Bob Orton et de Bob Orton Sr., Randy Orton. En août 2008, Cody Rhodes et Ted DiBiase se font voler leur ceinture de champion par l'équipe Crime Time, et cet événement va mener à Orton qui se moque d'eux, ce qui va ensuite donner envie aux deux jeunes superstars de gagner son respect. Je trouve ces quelques semaines avant la formation officielle de la Legacy passionnante, puisqu'ils vont chercher à l'impressionner. Au show Unforgiven, Orton va d'ailleurs faire un punt kick à CM Punk en coulisses et leur hurler « That's impressive !» Ils vont chercher à faire leurs preuves. Il y aura même le catcheur Manu, fils de la légende samoane Afa, et Sim Snuka, le fils de Superfly Jimmy Snuka, qui vont postuler pour intégrer ce groupe. Je suis fan de cette idée que des jeunes doivent se battre pour mériter le respect d'une superstar déjà bien établie, puisque Orton avait à ce moment-là déjà été champion de la WWE quelques mois avant, et même battu Triple H et John Cena à WrestleMania 24. Il va tous les tester, et au final, le clan sera un trio composé de Orton, Rhodes et DiBiase. La suite, c'est une révolution dans la carrière de Cody Rhodes, puisque grâce à la Legacy et au mentoring d'Orton, il va faire partie des 3 derniers participants au Royal Rumble 2009 et aider Randy à le gagner, avoir un rôle important dans toute la feud extraordinaire entre son leader et Triple H pour WrestleMania 25, l'aider à regagner le titre suprême de la fédération, participer à l'incroyable rivalité entre Orton et Cena, puis à SummerSlam, Breaking Point et Hell in a Cell 2009, avoir des matchs mémorables contre D-Generation X, un souvenir exceptionnel pour Cody, qui se retrouve face à une des idoles de son enfance,
et qui racontera comme il était émerveillé dans le ring par l'excellence absolue du Heartbreak Kid. Hunter et Sean vont prendre le temps de l'éduquer sur plein de trucs dans le ring. Il a pu profiter pleinement de leur sagesse. À cette époque, au contact de toutes ces superstars, Cody va énormément apprendre, et notamment de celui qui va devenir un de ses meilleurs amis, qui a 50 plus que lui, et dont le grand-père et le père affrontaient déjà Dusty Rhodes dans les années 70 à la National Wrestling Alliance, Randy Orton. Bien avant la formation de la Legacy, et alors qu'il était à quelques jours de débuter à la télévision en 2007, Cody raconte que le jour de son anniversaire, le 30 juin, Orton est venu le voir, sans même vraiment le connaître, pour l'emmener célébrer ça dans un club de striptease. À cette époque, le fils de Dusty est déjà fan de lui et est choqué de cette invitation, même si les circonstances sont un peu absurdes. Quelques heures avant, dans un dark match pas diffusé, il s'était fait ouvrir le front et s'était fait mettre plusieurs points de suture. Alors qu'ils sont en voiture, en route pour le club, à ce moment-là, Orton lui dit que de l'air ça fait du bien aux points de suture et qu'il devrait ouvrir la fenêtre et mettre sa tête dehors, ce que son nouvel ami va faire, et là d'un coup, tous ces points de suture explosent au contact de l'air et le pauvre Cody va pas arrêter de saigner toute la soirée. De l'humour à la Orton. Ils vont arriver au club, Cody raconte que Randy va se garer sur une place réservée, puis réussir à faire croire au vigile qu'il connaît le patron. Il va même faire semblant de faire un F5, la fameuse prise de Brock Lesnar, à une stripteaseuse. Ce qui est beau à cette époque entre eux, c'est que d'un côté Orton était un héros pour Cody et lui a énormément appris sur tout, et de l'autre, la superstar de Saint Louis raconte que c'est son poulain qui le conduisait partout, que Cody était comme un babysitter pour lui, et que sans lui, pour l'emmener en toute sécurité de ville en ville pendant 3 ans, il ne serait peut-être même plus là aujourd'hui, vu comment il était ces années-là. D'ailleurs, Rhodes raconte que dans ses fameux trajets, Randy mettait toujours la clim et la radio avec une émission de hard rock à fond pour dormir, et que Cody, à ces moments-là, était frigorifié, mais que s'il baissait même un tout petit peu la musique, Orton se réveillait en grognant, remontait le son et se rendormait tout de suite. Quelque temps avant, le premier contact entre les deux hommes avait aussi été légendaire. Alors qu'ils sont en tournée en Afrique du Sud, Cody va aux toilettes de l'hôtel et il tombe sur Orton qui tient dans ses mains un des urinoirs et qui lui dit « Hé Cody, regarde !» Puis il l'arrache complètement du mur. Alors que de l'eau fuit de partout, Orton est mort de rire. Et le lendemain, à une réunion, les officiels veulent savoir qui a fait ça. À ce moment-là, Randy va se mettre devant tout le monde et dit « Hey, je veux savoir qui c'est qui a fait ça !» Cody lui-même dit qu'avant de devenir ami, il avait entendu parler de la réputation de semeur de troubles de Orton, mais qu'avec Ted DiBiase et lui, il a toujours pris son rôle de leader très à cœur. Quand Randy sentait qu'il avait quelque chose à leur apprendre, il n'hésitait pas à leur rentrer dedans, à être très dur, notamment avec Ted. Comme il se sentait proche d'eux, notamment par ce point commun qu'ils ont d'avoir grandi dans le business avec des pères absents, il n'avait pas peur d'être honnête avec eux pour les faire progresser, quitte à les vexer ou à les blesser. Ted raconte qu'Orton voulait qu'ils réussissent, les motivait, leur faisait toujours des remarques sur tout, que même dans le ring, il s'énervait en leur demandant des fois pourquoi ils avaient fait ceci ou cela. À ses côtés, Rhodes regarde et apprend, reconnaissant d'avoir un tel exemple devant ses yeux, qui en plus l'aide vraiment à s'améliorer. Un vrai mentor sur le ring et en dehors. Comme l'a dit Cody dans une promo, ce n'est pas Dusty Rhodes qui a fait de moi un main eventer, c'est Randy Orton. Pour Cody, c'était aussi génial de vivre de l'intérieur tout le succès de Randy. Il raconte qu'en le voyant pointer le signe de WrestleMania après avoir gagné le Royal Rumble 2009, il a eu envie de vivre ça lui aussi et est devenu addict au succès. C'était devenu comme une drogue. Et pourtant, ce superbe clan va finir par se dissoudre à l'écran, en aboutissant à ce qui est quand même le premier vrai match de Cody Rhodes au grandest stage of them all, un triple threat entre Orton, qui est désormais de plus en plus populaire chez les fans, et en route pour devenir un babyface de la compagnie, Ted DiBiase et lui. Avec du recul, il dira qu'il était content de pouvoir faire mousser son ami, qui va donc gagner ce match, parce que c'est grâce à lui qu'il avait eu toute cette mise en avant, mais que la Legacy aurait pu et dû continuer une année de plus. C'est ce que je pense moi aussi. Déjà, selon moi, Orton est parfait en tant que heel, et je trouve que c'était une erreur de le faire devenir face. Et puis, vu les départs à venir à l'époque de Shawn Michaels et Batista en 2010, de Edge en 2011,
même si celui-ci ne pouvait pas le prévoir, la WWE aurait eu tout intérêt à garder un clan fort, crédible, qui élève chacun de ses membres au top le plus longtemps possible. Personnellement, j'aurais plutôt gardé le groupe en essayant éventuellement de le rafraîchir avec un ou deux nouveaux membres qui auraient aussi été des fils de légende, avec peut-être des luttes de pouvoir entre Cody et Orton au bout d'un moment, et une rivalité finale entre les deux qui aurait élevé Rhodes pour de bon comme un vrai champion potentiel. Mais bon, le temps que ça a duré, on va dire entre fin 2008 et fin 2009, la Legacy était super, et les années suivantes, la carrière de Cody Rhodes n'atteindra plus les mêmes sommets pendant un moment. Entre 2010 et 2014, la carrière de Cody Rhodes va connaître une phase où il va enchaîner plusieurs gimmicks et se chercher. La Legacy a été dissoute et il se trouve à un carrefour où il doit trouver un nouvel élan. En avril 2010, Cody est drafté à SmackDown et ça va être l'occasion pour lui de commencer quelques semaines plus tard son nouveau personnage, Dashin Cody Rhodes. Après avoir gagné un sondage parmi les divas de la WWE qui l'ont désigné comme le plus beau catcheur, il devient un personnage de narcissique qui est obsédé par sa perfection physique et qui donne des conseils beauté dans des vignettes hilarantes. J'étais fan de la gimmick, il était très protectif de son visage et on avait des éléments vraiment bien trouvés. Il avait un miroir à l'arrière de sa veste. Dans son entrée, le Minitron montrait en direct son reflet quand il se regardait comme un miroir. Le Team Song Smoke and Mirrors était super. Il avait un beau logo DC. Ses vignettes étaient aussi drôles avec des photos hyper clichés et extrêmes sur le corps humain. À ce moment-là, je trouve que Cody a montré qu'il était capable de jouer un personnage dans lequel il aurait pu être complètement ridicule, mais pas du tout. Il y était à l'aise. Comme il le dira lui-même, il était le plus heureux d'avoir sa propre gimmick, sa propre création. Cette fois, ça venait ni d'être le fils de Dusty Rhodes, ni d'être le membre d'un clan avec Randy Orton. C'était vraiment qu'à lui. Pendant cette gimmick, il va être le pro de Husky Harris, le futur Bray Wyatt, dans l'émission NXT, ce qui sera l'occasion pour lui de lui reprocher d'être banal physiquement, d'avoir des cheveux sales, des tatouages moches. Husky sera éliminé à la 11e semaine dans une émission qui sera gagnée par Caval. Et il va aussi former une tag team furtive avec Drew McIntyre, où ils vont même gagner le championnat par équipe à Night of Champions en septembre 2010. Vu ce passif, ça donne d'ailleurs envie qu'il ait des rivalités avec Bray et Drew dans le présent. Ça pourrait être profond, puisqu'ils ont tous les trois énormément vécu depuis. Le seul truc que Cody regrettait à cette époque, et ça va dans l'idée que même s'il le joue très bien, c'est difficile de prendre au sérieux son personnage pour gagner le titre WWE par exemple, c'est que son rôle soit seulement comique et amusant. Un jour, avant leur match, il va voir le Big Show et lui dit justement qu'il aimerait que tout ça soit plus sérieux. À ce moment-là, Big Show lui dit « Alors, va te mettre over !» Puis il quitte la pièce. En tout cas, Cody semble s'être trouvé un personnage qui lui plaît et qui lui correspond. Mais en janvier 2011, il va se passer quelque chose qui va tout chambouler. Dans un match contre Rey Mysterio, il se prend la prise de finition du Luchador, le 619, et se brise le nez. Son visage, qui était son obsession absolue et que personne n'avait le droit de toucher, était d'un coup défiguré. Bon, en réalité pas vraiment, mais il va jouer sur ça pour ajouter une profondeur à son personnage et cette fois-ci devenir Undashin Cody Rhodes. Il va porter un masque transparent, une capuche, en prétextant qu'il a dû faire de la chirurgie, et au bout d'un moment, il va même donner des sachets pour recouvrir le visage aux gens du public qu'il trouve moche, ou celui de ses adversaires après avoir gagné. Ce qui était quand même osé, faut le reconnaître. Cody adorait cette gimmick-là, et trouve que ça fait partie des meilleurs de sa carrière. Je le trouvais vraiment bon dans ses promos, son acting où il jouait super bien le type qui est excédé de ne plus être beau, alors qu'on voyait bien sous son masque que son visage avait rien du tout. Ce qui était absurde, mais au contraire, montrait que son personnage avait surtout un problème mental en réalité. C'est une gimmick qui va lui réussir puisque non seulement il va avoir de la liberté et s'éclater, mais en plus, il va battre Rey Mysterio à WrestleMania 27, le premier match solo de sa carrière dans un pay-per-view, ce qui est quand même marquant, une vraie première étape. C'est en étant Undashin qu'il va gagner la première ceinture en solo de sa carrière, le titre intercontinental, en battant Ezekiel Jackson à SmackDown le 12 août 2011. Ça a rendu heureux Cody parce que c'était le titre
que des idoles à lui de sa jeunesse, Ricky Steamboat, le macho-man Randy Savage, avaient eux aussi gagné. Il va d'ailleurs demander à ce que la ceinture redevienne blanche comme elle l'a été jadis. Et à ce moment-là, Cody va avoir de grands espoirs pour la suite et ça se comprend. Traditionnellement, cette ceinture est une sorte d'étape pour tester la superstar en vue de devenir champion WWE. C'était donc un signe que les officiels croyaient en lui et qu'il était peut-être en route vers le rêve de sa vie, la ceinture qu'il a promise à son père. Il voulait aussi redonner du prestige et de la valeur à ce titre, donc au niveau de l'état d'esprit, tout était là pour devenir la prochaine superstar qui va porter la compagnie sur son dos. En novembre 2011, il va avoir un street fight contre son mentor et ami, Randy Orton, où il va se faire casser son masque, et après ça, il ne sera plus Undashin. À l'image de la Legacy un an et demi avant, Cody regrette que cette gimmick n'ait pas duré plus longtemps, mais pour autant, c'était pas forcément un désaveu de la WWE non plus, parce que dans cette période, il va quand même garder son titre intercontinental pendant 233 jours. Dans une tenue plus classique, sans masque, il va faire une bonne performance dans le Royal Rumble 2012, en étant celui qui a éliminé le plus de catcheurs, 6, et reste dans le match pendant 41 minutes et 57 secondes, la deuxième meilleure performance de la soirée. Ensuite, il va perdre son titre à WrestleMania 28 contre le Big Show, dans une rivalité où il se moquait de lui. Pour l'anecdote, des années avant, quand Cody était encore un enfant, son père lui avait présenté le Big Show à l'époque de la WCW en lui faisant croire qu'il s'appelait Gant, quelque chose dont le géant n'était pas fan apparemment. Cody se rappelle que ce jour-là, la main du Big Show faisait 3 fois la taille de la sienne. Et en 2012, c'est cet homme qui lui prend le premier titre en solo de sa carrière. À ce moment-là, je me pose une question. Est-ce qu'on a là la première tendance qui montre qu'on croit moins en lui et qu'on considère peut-être qu'il n'a pas encore les épaules pour aller plus haut? En tout cas, selon les rumeurs, il était réellement question qu'il gagne la mallette Money in the Bank en 2011 et aussi en 2012, à chaque fois pour un potentiel cash-in sur le champion poids lourd. Mais à chaque fois, les officiels ont changé d'avis le jour du show pour plutôt la donner à Daniel Bryan en 2011, puis à Dolph Ziggler en 2012. On peut se demander pour quel motif la WWE n'a pas pleinement misé sur Cody à cette époque. N'avait-il pourtant pas montré qu'il a su tirer le meilleur de gimmicks pourtant pas évidentes? Et si Vince McMahon voulait secrètement le punir d'être le fils de Dusty Rhodes, un de ses concurrents pendant des années jadis? En tout cas, c'est un nouveau pas en arrière pour Cody qui s'éloigne de son rêve ultime en n'ayant maintenant plus ses gimmicks Dashin et Undashin, ni sa ceinture intercontinentale, mais il ne se laisse pas abattre et va se réinventer une nouvelle fois. En septembre 2012, avec son collègue Damien Sandow, ils deviennent les Rhodes Scholars. On retrouve un Cody moustachu qui, avec son tandem, va incarner une pseudo-élite intellectuelle qui veut sauver tout le monde de leurs bêtises. C'est plutôt drôle et divertissant, mais j'ai un avis tranché dessus. C'était strictement condamné à rester dans le mid-card du show pour amuser la galerie. Jamais de la vie Cody aurait pu prétendre à devenir champion avec une gimmick pareille. Ça va d'ailleurs durer que quelques mois avant qu'ils se séparent à l'amiable en restant bons amis. Au final, leur point culminant n'aura même pas été une ceinture, mais plutôt un segment avec The Rock à SmackDown le 11 janvier 2013. Ils étaient censés avoir un match tag team à WrestleMania 29, mais même ça a été annulé par manque de temps. Clairement, Cody avait beaucoup moins la cote à cette époque, mais pourtant, n'est-ce pas la WWE qui lui a enlevé 2 super gimmicks qu'il avait créés et adorés, dans lesquels il était brillant? Par la suite, Rhodes va voir son ancien collègue Sandow gagner la mallette de Money in the Bank en 2013, dans un pay-per-view où son ami Orton va gagner l'autre mallette et bientôt faire un heel turn en volant le titre à Daniel Bryan à SummerSlam. Un show dans lequel Cody va battre Sandow, dont il avait jeté la mallette dans le golfe du Mexique. Le 2 septembre 2013, Triple H le vire après une défaite contre Randy Orton, et c'est l'occasion pour le fils de Dusty Rhodes d'aller en lune de miel avec l'élu de son cœur qui vient d'épouser, Brandi Reed, connue pour avoir travaillé avec la WWE sous le nom d'Eden, où elle était annonceuse. Un rayon de soleil dans cette période compliquée.
Il va malgré tout vivre un des plus beaux moments de sa carrière à Battleground le 6 octobre, où avec son frère Goldust, et sous les yeux de leur père, ils vont regagner leurs emplois en battant 2 des 3 membres du Shield, Seth Rollins et Roman Reigns. Qui aurait pu croire à ce moment-là que ce sera ses futurs adversaires à WrestleMania quasiment 10 ans plus tard. Je tiens à signaler que ce moment de communion de Dusty avec ses 2 fils à la fin de ce match était vraiment émouvant. C'était d'ailleurs pas si longtemps avant sa mort. En équipe avec Goldust, ils forment The Brotherhood et vont gagner le titre Tag Team, auquel Cody semble vraiment abonné et limité, le 14 octobre à Raw contre le Shield encore. Mais d'un point de vue humain, c'était beau pour eux parce qu'ils ont eu peu de moments ensemble dans leur vraie vie, vu que Dustin a 16 ans de plus que lui, et être une famille à l'écran va les aider à aussi être une famille en coulisses. Il faut malgré tout être lucide, et on se rend bien compte que là, Cody végète dans le mid-card sans aucun vrai projet autour de lui. En l'espace d'environ 3 ans, il a eu pas moins de 5 versions différentes à la WWE. Je pense que c'était à la fois parce que la compagnie ne voyait pas de grand avenir dans son personnage, et parce que Rhodes n'avait pas encore trouvé la gimmick dans laquelle il serait à la fois bon, mais aussi un candidat au titre légitime. Avec le recul, je pense quand même qu'il aurait mérité qu'on croie davantage en lui entre 2010 et 2012, d'autant plus qu'à cette époque, des gars comme Sheamus et Alberto Del Rio suscitaient l'engouement des officiels, alors que pourtant, selon moi, Cody Rhodes n'avait rien à leur envier, si ce n'est peut-être leur physique plus imposant. Encore une fois, tout ça va durer quelques mois jusqu'au show Payback le 1er juin 2014, où après une défaite ensemble contre Ryback et Curtis Axel, Cody met fin à leur alliance et va bientôt incarner celui qui sera son dernier personnage à la WWE, le point final d'une traversée du désert depuis 2012, Stardust. Le 16 juin 2014, Cody Rhodes arrive à Monday Night Raw dans un nouveau déguisement, un personnage qui ressemble à son demi-frère Goldust. Il lui a donné le même nom que le jet privé de son père Dusty dans les années 80, Stardust. Cette tag team, pour le moins excentrique, va gagner la ceinture par équipe le 21 décembre 2014 contre les Usos, un titre qu'ils vont perdre quelques semaines plus tard à Survivor Series. À la base, c'est Stephanie McMahon, la fille de Vince, qui a suggéré cette idée en discutant en coulisses avec son père, qui est tout de suite devenu fan. Pendant un certain temps, Cody essaye d'en tirer le meilleur. Il voit ça comme l'opportunité d'explorer une nouvelle facette de lui, et il reconnaîtra plus tard que c'était une expérience inestimable, même s'il pensait que ce serait pour du court terme et que ça l'a pas été. Il va même s'y investir au point de venir en tenue de personnage complète dans les interviews avec la presse de la WWE, ce que les autres catcheurs faisaient rarement. Il a vraiment vu Stardust comme un défi, même si c'était pas non plus épanouissant pour lui. Selon lui, ça l'éloignait trop de ce qu'il voulait être. Il va quand même continuer à faire de son mieux, et début 2015, avec son demi-frère, ils ont un rêve. Avoir un match l'un contre l'autre à WrestleMania 31. Ils avaient vraiment une occasion unique de l'avoir, tant que Dustin est encore à son meilleur niveau, et que Dusty est encore vivant. Stardust va donc attaquer Goldust plusieurs fois, en criant même une fois en coulisses à son père qu'il avait tué Cody Rhodes. Tout était réuni pour avoir un affrontement personnel et profond à WrestleMania, mais la WWE va leur refuser ce rêve et plutôt organiser ce match un mois avant à Fastlane. Le 11 juin 2015, Cody reçoit un appel de sa mère. Elle est à l'hôpital avec Dusty qui va très mal. Sa mère, qui est infirmière, comprend qu'ils sont en train de vivre leurs dernières heures avec lui. Cody raconte la scène en disant « Dustin et moi l'avons relevé ensemble et on lui a parlé. Je lui ai fait un câlin d'adieu. Je l'ai vu parler à ma mère, puis finir par s'endormir pour toujours. J'étais là jusqu'au bout. Ça a été les pires 20 heures de ma vie. Je n'ai jamais vraiment quitté cette scène. J'ai encore l'impression d'être dans cette chambre d'hôpital. Quand j'ai perdu mon père, je me suis demandé « Qui suis-je » Cody va être profondément marqué par cette tragédie. Pour lui, c'était une surprise totale à laquelle il n'était pas du tout préparé. Plus tard,
il racontera qu'il ressent Dusty à chaque show et qu'il lui manque tous les jours. C'est plus particulièrement quand il est dans le ring qu'il se sent le plus connecté à son père, bien plus qu'à l'endroit où ils ont dispersé ses cendres. C'est pour ça qu'il aura le rituel de s'agenouiller et d'embrasser le tapis du ring avant chaque match, un moment toujours très émotionnel pour lui. Il racontera que la perte de Dusty va le libérer davantage dans ses décisions. Pour la première fois, il va se sentir pleinement responsable de ses choix. Il se rappelle par exemple qu'il y a quelques années, il voulait mettre un pantalon dans le ring, mais que son père lui avait dit que c'était pour les jobbers. Alors qu'aujourd'hui, Cody catch de cette manière-là, et il se verrait plus jamais mettre un slip comme avant. Ce qui est sûr, c'est que désormais, il ne reculera pas devant des décisions fortes qu'il n'aurait peut-être pas prises si son père était encore là, et on en aura l'illustration dans quelques mois. Hélas, Dusty ne verra jamais ses deux fils s'affronter à WrestleMania, et surtout, il ne verra jamais son Cody lui rapporter la ceinture de la WWE. Ce sera très douloureux pour lui, il confiera qu'il ne savait pas comment gérer ça, comment gérer sa mère, que c'est arrivé par surprise, que c'était très dur d'accepter que Dusty ne sera plus là pour voir la suite. Il va se focaliser sur des échappatoires, sur son personnage de Stardust, sur l'achat d'une nouvelle maison, et c'est quelques mois plus tard qu'il fera véritablement son deuil. Cody était soulagé de pouvoir se cacher derrière Stardust à son retour en juillet 2015, car il dit qu'il n'aurait pas été capable d'être autre chose que lui, d'être déjà le nouveau chef de la famille Rhodes. Il aura à ce moment-là le passage le plus marquant de cette gimmick en ayant une rivalité avec l'acteur Stephen Amell de la série Arrow, dans laquelle Cody jouera même le rôle du méchant Derek Sampson dans 2 épisodes de la saison 5, puis aura une réapparition dans la saison 7. Ça aboutira à un match tag team avec King Barrett à SummerSlam contre Stephen Amell et Neville. Il va ensuite être de plus en plus malheureux en étant toujours bloqué dans ce personnage qui ne va nulle part, qui va même créer une alliance avec l'équipe de tag team The Ascension qu'il appelle Cosmic Wasteland, littéralement Terre abandonnée cosmique, ce qui pourrait être le sous-titre de sa carrière à ce moment-là. L'équipe créative n'a aucun plan pour lui et il les supplie pendant des mois de l'arrêter, leur propose d'autres idées, mais personne ne l'écoute. Cody réalise alors que la WWE ne le verra jamais comme la vraie star qu'il pense pouvoir être. Après quasiment 10 ans dans la fédération, il annonce le 21 mai 2016 qu'il a demandé à la WWE de mettre fin à son contrat, ce qui a été accepté. De toute manière, où est-ce que Stardust aurait pu le mener? Ce qui est sûr, c'est qu'en ayant été réduit à être ce personnage pendant quasiment 2 ans, tout ce qui suivrait ne serait qu'apprécié davantage. À 30 ans, Cody n'est plus à la WWE, n'a plus son père à ses côtés, et se trouve face à un défi majeur, réussir à rebondir et à ne pas disparaître des radars après son départ de la compagnie, un défi dans lequel il a vu échouer bon nombre de ses anciens collègues. L'homme dont le finisher est le Crossroads se trouve à la croisée des chemins. Le 28 mai 2016, une semaine après son départ de la WWE, Cody Rhodes publie sur Twitter une liste d'adversaires potentiels qu'il aimerait affronter qui va faire grand bruit. Il y indique aussi qu'il commencera cette sorte de grand défi qu'il se lance le 19 août quand la clause de non-concurrence de 90 jours de la fédération de Vince McMahon, qu'il est obligé de respecter, prendra fin. On voit déjà à travers cet acte, qui a fait le buzz à l'époque, que Cody n'est pas du tout dépité de sa situation, mais au contraire, déterminé à toucher à tout, à s'ouvrir, à progresser, à faire ses gammes là où il n'a encore jamais catché, le circuit indépendant. Il dit lui-même qu'il a vu beaucoup de personnes tomber dans l'oubli après leur départ de la compagnie de Stamford et qu'il voulait faire de son mieux pour éviter ça. En n'ayant pas accompli ce qu'il voulait dans le royaume de la WWE, il devait maintenant créer son propre royaume, sa propre marque, son propre succès. Et ça prend la forme d'une nouvelle transformation de son personnage vers ce qui deviendra la gimmick qu'on lui connaît, l'American Nightmare. Son look va radicalement changer. En plus de s'être fait tatouer quelques mois avant le mot Dream en hommage à son père et d'un futur tatouage début 2020 sur le cou de son logo,
Cody va avoir les cheveux blonds, bien plus proches de sa couleur naturelle. En réalité, jusqu'à présent, il s'est tout le temps teint les cheveux en brun. Finalement, c'est comme si symboliquement, il revenait vers qui il est vraiment. Et c'est aussi ce qui arrive dans le choix de ses nouvelles tenues, dans lesquelles il s'influence de plusieurs de ses personnages de son comic book préféré, X-Men. Archangel, Mr. Sinister, Omega Red, Cyclops. Et enfin, il adopte le surnom d'American Nightmare, un clin d'œil à celui de son père, l'American Dream. On notera d'ailleurs qu'on peut à la fois l'interpréter comme un prolongement de son père, une continuité de l'héritage de la famille Rhodes, mais aussi une opposition au Dream avec l'idée du Nightmare, du cauchemar, ce qui va aussi avec son destin plus chaotique que celui de Dusty. Et aussi avec l'idée qu'il est peut-être plus sombre à l'intérieur, ce qui est cohérent vu qu'il y sera un heel pendant un moment. Cody explique ce surnom en disant qu'il a passé toute sa carrière à la WWE en essayant de tout faire différemment de Dusty Rhodes, mais que cette gimmick avait l'avantage d'être facilement mémorisable pour les fans qui ne le connaîtraient pas, notamment au Japon, où il va catcher. Il aimait aussi cette petite nuance par rapport à Dusty parce que contrairement au Dream qui est passé de la pauvreté à la richesse, lui était dans la richesse et était un enfant gâté. Et il trouvait que Nightmare lui allait très bien pour ça. Tout ce changement est quand même passionnant symboliquement, puisque d'une certaine manière, il ne subit plus le fardeau d'être le fils de Dusty Rhodes en essayant de le faire oublier le plus possible, mais au contraire, il accepte et revendique cet héritage maintenant, tout en le personnalisant avec sa propre identité. De toute façon, c'est une période où il dit lui-même avoir pris beaucoup de recul sur sa vie, son histoire, où il a véritablement fait le deuil de son père, et il aborde la suite à ce moment-là avec beaucoup de confiance, dans l'optique de créer sa propre marque, et beaucoup d'enthousiasme, mais lui-même avoue qu'il ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur. À partir de la fin de sa clause de non-concurrence, il va pendant plusieurs années apprendre à l'école des Indies, sur le terrain, progresser en tant que catcheur, faire le choix de remplir son planning avec toutes les dates qu'il pouvait. On relèvera comme fait marquant de cette période son intégration au groupe rebelle des Indies du Bullet Club, qui comprend notamment les Young Bucks et Kenny Omega, avec lesquels il va créer l'Elite, un groupe qui va captiver les fans et remplir des salles à travers le monde, devenir champion du monde de la Ring of Honor en 2017, le premier titre mondial de sa carrière, et de la NWA en 2018. Participer à la Battle of Los Angeles de la Pro Wrestling Guerrilla, avoir une rivalité à Impact Wrestling contre Mike Bennett et Maria Kanellis avec sa femme Brandy, affronter Ricochet, Johnny Gargano, Kurt Angle, catcher au Japon à la New Japan Pro Wrestling, être dans le main event du premier show de la NJPW aux États-Unis contre Kazuchika Okada, le Randy Orton japonais comme il l'appelle, détenir le record de produits dérivés vendus au Tokyo Dome. Tout un parcours initiatique très riche et marqué par de vrais accomplissements. Une scène très symbolique va avoir lieu après le show spécial de la NJPW aux États-Unis à Long Beach en Californie le 2 juillet 2017. Alors qu'il vient d'affronter Okada pour le titre IWGP, Cody est sur le parking après l'événement et d'un coup, Stone Cold Steve Austin apparaît de nulle part, va lui parler de son match, il en avait été fan. Les gens autour n'arrivent pas à croire que c'est Stone Cold qu'il est venu à ce show et vont de plus en plus se rapprocher de Cody et du Rattlesnake du Texas. Mais d'un coup, Austin lui dit « Bien joué, gamin !» avec une petite tape sur l'épaule et s'en va en marchant dans l'ombre. Cody raconte que d'un coup, Stone Cold avait disparu alors qu'il était qu'à quelques mètres, tel Batman. En tout cas, symboliquement, dans son parcours initiatique, on peut considérer qu'il a reçu la validation d'une des plus grandes légendes du business. Un business que Cody va encore plus marquer de son empreinte. Le 1er septembre 2018, il organise avec les Young Bucks et Kenny Omega le plus grand show indépendant de l'histoire, le WrestleMania des Indies, All In. Tout commence en mai 2017, alors que Cody est à la salle de sport, et à ce moment-là, il tombe sur un tweet du journaliste Dave Meltzer, qui dit que selon lui, c'est impossible qu'un jour, la Ring of Honor, la fédération indépendante à laquelle Cody était à cette époque, soit capable de faire un show à guichet fermé dans une arène avec plus de 10 000 fans comme le Madison Square Garden. Cody lui répond qu'il relève ce pari et va lui clouer son bec. Les 11 263 places de ce show, qui sera comme un festival de Woodstock du catch et qui aura lieu à Chicago, seront vendues en 20 minutes. Il suscitera 50 000 achats de pay-per-view et réunira des catcheurs et catcheuses venant de la ROH,
NJPW, Lucha Libre, NWA et Impact Wrestling. C'est vraiment le bal des Indies et Cody est clairement important dans ce succès, puisque en plus de l'organiser, il est dans une des affiches principales du show contre Nick Aldis, le champion NWA, qui va battre. C'est le premier show n'appartenant pas à la WWE à vendre 10 000 places depuis 1993. Cody a donc écrit l'histoire, et cet événement va tout changer. Il va donner l'espoir à l'American Nightmare et ses acolytes qu'ils peuvent aller encore plus loin et créer une compagnie alternative digne de concurrencer la WWE. Les aventures de Cody Rhodes après son départ de la fédération des McMahon sont en tout cas impressionnantes. Ça a été une vraie école de la vie pour lui. Il s'est trouvé lui-même avec un personnage qui lui correspond vraiment. Il est devenu une vraie star en misant sur lui, en multipliant les expériences. Et à ce moment-là, il est prêt à entamer le prochain gros chapitre de sa carrière. Le succès de l'événement All In va susciter l'intérêt d'un certain Tony Khan, un milliardaire passionné de catch, et de fil en aiguille, Cody Rhodes et d'autres de ses amis s'associent à lui et créent leur propre fédération de catch, All Elite Wrestling, le 3 janvier 2019, dont il devient un des vice-présidents exécutifs. Inspiré par le succès de All In, Cody et ses collègues se lancent donc le challenge de devenir un vrai rival de la WWE, comme Dusty Rhodes l'a aussi été avec la WCW jadis. Rhodes aura un rôle crucial dans le premier pay-per-view de l'AEW, organisé le 25 mai 2019 à la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, puisqu'il va y avoir le match qui, selon Tony Khan, a fait la réussite de la fédération et ce qui restera un des matchs préférés de sa carrière, celui qu'il rêvait d'avoir 4 ans avant à WrestleMania, le match contre Dustin Rhodes. Dave Meltzer mettra 5 étoiles à ce match et dans une scène iconique et hautement symbolique, Cody va détruire avec un sledgehammer, l'arme de prédilection de Triple H, un trône, ce qui est aussi un symbole fort, puisque un des surnoms de Triple H est aussi le King of Kings. Et c'est clairement un message fort envoyé à la fédération de Stamford. Là-bas, il emmène l'AEW vers de nouveaux sommets, avec notamment le lancement d'une émission hebdomadaire à partir du 2 octobre 2019, Dynamite, qui battra d'ailleurs l'émission NXT de la WWE dans une guerre des audiences du mercredi soir, une émission justement dirigée par le Cerebral Assassin en personne, Triple H. Globalement, dans sa période à l'AEW, dont il gère aussi le management en coulisses, Cody Rhodes va encore prendre une autre dimension en ayant une rivalité mémorable avec MJF début 2020, dont il va faire une star, en prenant d'ailleurs, dans un segment incroyable et douloureux, 10 coups de ceinture pour mériter de l'affronter, en devenant le premier champion TNT de l'histoire de la compagnie en mai 2020, puisqu'il refuse de combattre pour le titre principal en tant que vice-président exécutif, en organisant un Open Challenge chaque semaine qui lui permettra d'élever des gars qui vont même venir de l'extérieur, comme Eddie Kingston par exemple, en ayant sa propre télé-réalité avec sa femme, Rhodes to the Top, en ayant en décembre 2021 un match hallucinant contre Andrade dans lequel il va prouver qu'il est un dur à cuire puisqu'il gagnera en effectuant le pin alors qu'il a encore le bras en feu après s'être jeté sur une table en flammes. Pour l'anecdote d'ailleurs, à l'AEW, ils vont appeler l'équivalent de la Gorilla Position, l'endroit en coulisses d'où les officiels regardent le show, la Dusty Position. Un beau clin d'œil à son père. Des années après Dusty, un autre Rhodes, l'autre famille royale du catch, est devenu le concurrent principal de la WWE. D'un point de vue personnel, Cody va d'ailleurs être bouleversé par le décès de son ami Brody Lee, un ancien collègue de la WWE où il était Luke Harper, qui l'avait beaucoup aidé dans le deuil de son père Dusty puisque Brody avait perdu son propre père quand il avait 10 ans. Ils ont eu ensemble un dog collar match mémorable après que Cody ait accepté de se laisser battre en 3 minutes dans un match précédent pour donner une crédibilité maximale à Brody qu'il avait personnellement fait venir à l'AEW, un événement tragique dans lequel l'American Nightmare va montrer son grand cœur en étant présent pour le fils de Brody, Brody Jr., en lui faisant même vivre des beaux moments à la télévision où il pouvait être son personnage de Negative One. La veuve de Brody, Amanda Huber,
dira elle-même que Cody est la personne préférée de son fils. Un aspect touchant de l'American Nightmare. Dans cette période, Cody va aussi devenir père pour la première fois le 18 juin 2021 d'une petite fille appelée Liberty. Ce chapitre à l'AEW a donné à Cody Rhodes une stature qui va lui permettre de revenir la tête haute à la WWE. Le 15 février 2022, il annonce qu'avec sa femme Brandi, il quitte All Elite Wrestling. Il dira lui-même qu'il ne souhaite pas s'étaler sur les raisons de ce départ, qu'il souhaite avant tout la réussite de cette compagnie. Et finalement, en voyant peu de temps après les disputes en coulisses à l'AEW entre CM Punk et ses amis, on peut penser que Cody Rhodes était une pièce maîtresse dans l'harmonie et le succès de cette fédération. Je trouve en tout cas que ce chapitre lui a donné la carrure d'un main eventer indéniable. C'est juste dommage que l'AEW n'ait jamais mené une guerre plus frontale contre la WWE en se positionnant face à Monday Night Raw le lundi par exemple, ce qui aurait pu mener à une revanche encore plus éclatante pour Cody. Il dit aussi lui-même qu'à cette époque, il a vraiment été très généreux en laissant beaucoup de catcheurs le battre pour les mettre en avant, qu'il n'a pas pensé à lui, mais dans le fond, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il en sort grandi humainement. Tout ce parcours initiatique entre 2016 et 2022 montre qu'en réalité, l'American Nightmare avait besoin d'un management qui croit en lui et qui lui donne sa chance, ce que Vince McMahon va enfin finir par faire. WrestleMania 38, Seth Rollins attend son adversaire mystère. À ce moment-là, Cody Rhodes apparaît et provoque une des réactions les plus marquantes de l'année 2022. C'est donc officiel, l'ancien vice-président exécutif du concurrent principal, le fils de l'American Dream, est de retour à la WWE. 6 ans après l'avoir quitté, il y signe un contrat le 18 mars 2022 après que Vince McMahon se soit déplacé en personne pour le convaincre de revenir. Une belle revanche quand on repense à 2016 où la compagnie ne voulait plus de lui. Le 4 avril, il va faire à Monday Night Raw une promo émouvante qui résume tout. La seule raison pour laquelle il est revenu, c'est pour être champion, ce que son père n'a jamais été dans cette compagnie, d'honorer son héros. Un segment superbe qui va faire de Cody un des babyface les plus aimés chez les fans. Un retour de rêve qui va hélas devenir assez vite un cauchemar. En s'entraînant à la salle, il va vouloir impressionner un type qui semblait le défier et il va faire un développé couché à 130 kg qui lui déchire immédiatement le pec. Une blessure bête qui va l'éloigner du ring pendant 7 mois. La première grosse blessure de sa carrière. Une longue période qui aura par contre l'avantage de le faire progresser, notamment niveau nutrition. Juste avant de disparaître, il va malgré tout prouver sa force mentale et son côté dur à cuire en faisant quand même son match à Hell in a Cell contre Rollins malgré une blessure impressionnante et douloureuse. Quelque chose qui a dû plaire à Vince McMahon et contribuer à le convaincre d'offrir en 2023 une victoire au Royal Rumble à Cody Rhodes pour son grand retour de blessure. Toute la suite est une road to WrestleMania marquée par des promos exceptionnels avec Paul Heyman et Roman Reigns. Et enfin, un main event de WrestleMania 39 où Cody va briller par la qualité, la propreté et la précision de son in-ring, devenir celui qui est passé le plus près de battre le Tribal Chief pour la première fois. En tout cas, il a prouvé que la WWE peut miser sur lui. On ne le voit jamais faire d'erreur, ni rater des prises. Au contraire, sa manière de catcher est superbe à regarder, poétique aussi. Je pense à ses références à Dusty Rhodes, à Ric Flair, l'adversaire iconique de son père, à Triple H en faisant sa prise de finition le pedigree. Certes, il n'a pas encore réussi à gagner le titre, mais les officiels ont pu voir sa solidité. Il a un profil idéal pour porter la compagnie sur ses épaules. Et souhaitons-lui que ça finisse par arriver. Comme Cody le dit lui-même, je n'ai pas réussi à devenir champion pendant que mon père était encore vivant, mais je n'ai jamais cessé d'y croire. Maintenant que le main event de WrestleMania 31 est passé et que l'American Nightmare est une des plus grandes superstars de la compagnie, on peut se poser une question. Comment la WWE devrait-elle booker la suite pour Cody Rhodes en 2023 ? Bien sûr, en tant que fan, on est partagé entre deux sentiments. D'un côté, la tristesse de ne pas encore l'avoir vu triompher en étant touché par son histoire. De l'autre,
l'envie de le voir réussir après avoir galéré beaucoup plus, ce qui ne fera qu'apprécier davantage la lumière au bout du tunnel. On semble d'ailleurs se diriger vers ce scénario, puisque dans le Raw après WrestleMania, Cody Rhodes s'est fait attaquer par surprise et massacrer par Brock Lesnar dans un show où Roman Reigns et Paul Heyman lui ont refusé un rematch. C'est une situation qui rappelle d'ailleurs celle de John Cena en 2012, qui après une défaite traumatisante à WrestleMania 28 contre The Rock, va se faire lui aussi démolir le lendemain par Brock, qui faisait son retour, connaître des galères, pour au final triompher un an plus tard dans un rematch contre Rocky. Une victoire contre le monstre de Suplex City donnerait en plus à l'American Nightmare une crédibilité maximale et un momentum absolu. Comme le dit Paul Heyman lui-même, Cody Rhodes est sorti de WrestleMania 39 une plus grande star qu'il était. Son histoire serait allée nulle part s'il avait gagné le titre dès maintenant. En tout cas, son histoire épique et belle n'est pas encore finie et espérons que Cody Rhodes écrive une fin heureuse au dénouement de son prochain chapitre, pour que l'enfant prodige puisse enfin toucher les étoiles. Et voilà pour cette vidéo sur la quête du fils prodige, Cody Rhodes, pour toucher les étoiles. On a pu voir son parcours incroyable, beau, marqué par l'influence colossale de Dusty Rhodes dans sa vie, et comment il a su s'en affranchir, tout en arrêtant de vouloir se différencier à tout prix de lui. À travers ses expériences avec Hardcore Holly, Priceless, la Legacy, ses gimmicks dashing et undashing, ses associations avec Damien Sandow, puis son demi-frère Goldust, son personnage de Stardust et au final, sa version aboutie d'American Nightmare, Cody Rhodes a grandi, appris, rencontré des mentors, voyagé, tenté des choses, échoué, réessayé et est plus légitime que jamais pour réaliser son rêve absolu. J'ai d'ailleurs une question pour vous. Quels adversaires vous aimeriez que Cody affronte? On pourrait penser à Randy Orton, bien sûr, avec leur passé. Une feud qui pourrait aussi impliquer Ted DiBiase, par nostalgie de la Legacy. Je pense aussi à Drew McIntyre et Bray Wyatt qui ont un vrai passif avec Cody. Bien sûr, ce serait incroyable niveau storyline si Triple H pouvait recatcher un jour et avoir un match avec lui. Pourquoi pas aussi John Cena, qui à l'époque où Cody vivait sa traversée du désert, était le poster boy de la WWE, ce qui pourrait permettre à Rhodes de purger sa frustration de l'époque. Pourquoi pas Austin Theory, MJF s'il quittait l'AEW, Kevin Owens, pourquoi pas aussi faire un heel turn ou avoir un rôle backstage, comme il a pu avoir à la fédération de Tony Khan. Donnez-moi votre avis en tout cas dans les commentaires, je serai content d'en discuter ensemble et de partager nos ressentis parce que c'est le catch comme on l'aime. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Je vous laisse sur ces sages paroles de l'American Nightmare, Cody Rhodes. J'imagine que tu dois avoir quelques cauchemars avant de vivre ton rêve. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.